Voilà la réalité. Mais j'ai laissé les gens piailler. Politiquement, nous ne sommes plus dans un même parti politique parce que je n'ai jamais adhéré à ce parti politique. J'ai voulu prendre du recul, j'ai voulu prendre sur moi et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai même décidé de faire l'enfant parce que je me suis dit, ah tiens, enceinte, ça va peut-être me concentrer sur autre chose. Sinon, je devais encore me lever tous les jours pour venir parler des problèmes des Gabonais, en avoir les ulcères, les maux de tête et consorts dont je veux me concentrer. Je voulais absolument fuir tout ce qui est débat politique, tout ce qui est porter la cause des Gabonais avec une conviction qui te condamne à la radicalité, mais que le peuple ne comprend pas, et que le peuple ne prend pas, et que le peuple n'achète pas. Mais on ne fait pas la politique pour soi, on la fait pour ce peuple-là. Donc, en l'état actuel de la conscience collective de notre peuple, la radicalité ne peut pas te sauver. Et M. Alain Claude a pris beaucoup de risques. Il a pris les risques de cette radicalité, bien que restant toujours non violent. Il a pris les risques parce que c'est ce même peuple qui t'exige cette radicalité. Parce que ce même peuple ne croit pas en toi, il ne croit pas en ton honnêteté dans ton engagement. Il remet tout en question. Il remet tout en question. Oh non, tu es peut-être le suppôt de X, tu es peut-être en alliance avec Y. À la limite, ce peuple-là veut que toi tu sois dans une position de radicalité absolue pour qu'on croie que tu es un vrai opposant. Il faut que tu te lèves tous les matins, que tu insultes les autorités en place, ou à la limite que tu les poignardes, ou que tu sois violent, ou que tu te lèves pour dire, bon, levons-nous, marchons. Mais on a déjà des précédents. Notre jeune frère Kelly Ondo s'est levé pour faire le coup d'État. Il est parti en prison. La seule chose dans laquelle on est un peu fort, c'est faire quelques posts sur les réseaux sociaux. On a dénoncé un peu, libérer Kelly, libérer Kelly. Pendant ce temps, sa famille croupissait dans la misère. Depuis que Kelly est sorti, je n'ai pas encore entendu que tous ces gens qui étaient propriétaires de son coup d'État là, qui étaient propriétaires de Kelly, se sont réunis pour dire, faisons une cagnotte. On va offrir même 50 millions, c'est quoi? Pour un peuple qui dit que, ou même 100 millions à Kelly, pour que Kelly redémarre quelque chose. Puisqu'apparemment, tout ce qui lui a été promis jusque-là n'a pas été honoré. Pour dire que pour l'acte que tu as posé, pour l'espoir que tu as failli nous donner, pour les risques que tu as pris, ah Kelly, tiens 100 millions, tiens 200 millions, construis ta maison, achète un petit véhicule. On ne veut pas te voir malheureux. Redémarre ta vie. Si on ne te rétablit pas militairement, redémarre ta vie. On n'a pas vu ça. Et quand j'ai même vu Kelly publier il y a quelques jours pour la sortie prochaine de son livre, je ne l'ai pas partagé. Ce n'est pas parce que je ne crois pas ou quoi. J'ai eu peur et pitié. J'ai eu peur, je me suis dit, hé Seigneur, dans le Gabon qui est devenu comme notre pays, qui est devenu notre pays là, l'enfant là va sortir comme ça. On va encore braquer nos yeux sur lui. Et demain, est-ce que ça ne va pas lui être préjudiciable? Je me suis réservé. Parce que nous, les Gabonais, on veut des leaders radicaux. On veut des leaders qui montrent, qui n'ont aucun lien, aucune attache avec le pouvoir, qui ne parlent pas avec le pouvoir. Mais on ne fait rien pour accompagner ces leaders. Quand ces leaders sont dans la merde, il n'y a personne. Ça fait une semaine aujourd'hui que M. Alain Claude est détenu. Nous ne savons pas où. Je n'ai pas vu tous ceux qui réclamaient sa radicalité, tous ceux qui m'ont même insulté pour lui, tous ceux qui ont insulté Annie Léa pour lui. Je ne les ai pas vus se lever pour dire qu'on va faire la marche pour demander la libération de M. Alain Claude. Mais ils étaient tous contents qu'il soit radical. Après, ça t'amène à te questionner que, mais attends, ce peuple-là, il veut quoi? Il veut que les gens se meurent, les gens se sacrifient pour eux alors qu'ils ne lèvent pas le petit doigt jusqu'à ce que ces gens-là s'auto-détruisent. Parce que si ça finit juste en petit congossa et commentaires qu'on fait sur les réseaux sociaux, mais excusez-moi, j'ai envie de dire ce n'est pas possible. Et vous voulez les leaders radicaux comment? C'est la même chose. Si M. Oligui avait raté son coup d'État, il aurait subi le même sort que tous les autres, que Kelly Ondo et tous les autres. Voilà le peuple gabonais.
Il te veut radical, il te veut ne pas aller flirter, comme ils disent, avec le pouvoir, il te veut ne pas aller discuter avec le pouvoir, parce qu'ils ont constitué que ce pouvoir-là est... Quand ce pouvoir-là les appelle, ils ne manquent pas d'aller voir ce pouvoir. Excusez-moi. Ils ne manquent pas de courir. Ils ne font rien de concret, si ce n'est vouloir t'exiger l'irréprochabilité, si ce n'est vouloir t'exiger une radicalité que eux-mêmes ne peuvent pas soutenir. Voilà le peuple gabonais. J'ai dit non. J'ai été convaincu que les Gabonais sont des gens que tu aides, malgré eux. C'est-à-dire que tu dois te faire violence pour être de contribution à leur bien-être. Parce que si ce sont eux que tu attends pour dire qu'ils vont te mettre en haut, ils vont te porter, ils vont te soutenir le jour où tu tombes, tu es dans la merde, ils vont être là pour toi. Ah mon Dieu, c'est que tu n'as pas encore connu qui sont les Gabonais. La révolution, ils la veulent sans se mouiller. La révolution, ils la veulent sans se mouiller. Depuis quelque temps, je lis les commentaires. J'ai découvert qu'il y avait les fervents défenseurs de M. Alain-Claude Willy-Bizeux qui se sont permis même de m'attaquer, de m'insulter, de me vilipender, de me diminuer, de me traiter de tous les noms. Parce que je suis allé à la présidence à une invitation républicaine. Parce que le président m'a invité, je suis parti. Ils sont venus m'insulter, me traiter de tous les noms. Parce qu'ils sont devenus les meilleurs soutiens de M. Alain-Claude Willy-Bizeux. Je ne sais pas. Ce n'est pas parce que je veux me le revendiquer. Et je n'attends rien en récompense. Si quelqu'un a mouillé sa vie, son âme, son corps, plus que moi ici, dans ce Gabon, pour M. Alain-Claude Willy-Bizeux, je ne l'ai pas fait parce qu'il me l'a demandé. Je l'ai fait parce que j'ai eu l'opportunité de découvrir qui il était, de le connaître. Et c'est tout naturellement que je suis à chaque fois sorti pour venir contredire toutes les personnes qui l'attaquaient. Ou pour même les attaquer à leur tour. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais télécommandé par quelqu'un ou parce que j'étais payé. J'ai pris tous les risques parce que je me suis dit que ce monsieur mérite d'être rétabli. Parce que c'est l'un des brillants hommes politiques que nous ayons dans ce pays. Et on ne peut pas se permettre de le perdre parce que quelques Congossais bien organisés se sont réunis et ont décidé d'imposer un récit qui n'a rien à voir avec la réalité. Et personne n'est blanc. Soit on dit qu'on en finit avec tous les hommes politiques de l'arrière-temps pour ne vivre qu'avec les nouveaux, auquel cas on ne sera pas nombreux à être des acteurs politiques du Gabon, parce que la quasi-totalité de ces acteurs politiques, jeunes ou vieux, ont fait leur temps dans les classes et ils ont fait leur classe dans l'ancien système Bongo PDG. Aussi jeune soit-il. Moi, je n'ai jamais appartenu au PDG. Je n'ai jamais appartenu à un parti politique au Gabon. Jamais. Donc, je ne suis pas dans ces réflexes politiques du Gabon. Mais nous sommes combien au Gabon qui pouvons avoir à l'affirmer que moi, je n'ai jamais été au PDG, je n'ai jamais été au RPG, je n'ai jamais été au RNB, je n'ai jamais été dans tous ces partis politiques qui font de la politique de la même manière dans notre pays. Combien? Je ne sais pas combien nous sommes. Pour dire que je ne fais jamais mes choses parce que j'attends les félicitations ou la validation de quelqu'un. Je n'aurais jamais pris le risque de venir m'afficher avec M. Alain-Claude Willy-Bizeux pendant la période de transition si j'attendais la validation de quelqu'un. Parce que justement, tout le monde désapprouvait. Et c'est plus quand tout le monde désapprouve que moi je m'enfonce si j'estime que c'est nécessaire. Ce n'est pas par entêtement. Si j'estime que c'est juste, je vais défendre la personne. Même si tout le monde désapprouve. Donc, quand je lis certains aujourd'hui qui me jettent l'opprobre, qui me traitent de tous les noms, parce que j'aurais trahi Alain-Claude, je ne peux pas dire que ça ne m'a pas fait un peu mal. Ce qui me faisait un peu mal, c'est de voir que ça vient, pour certains, de notre cercle fermé, en fait. De notre cercle d'ensemble pour le Gabon, des gens qui sont censés connaître la vérité. Quand je voyais certains se permettre certains écarts,
J'ai lu, j'ai dit, ah tiens, c'est peut-être ça la politique au Gabon en fait. On n'a pas d'honneur, on n'a pas de parole. On peut cracher sur une personne qui a été avec nous. On peut la piétiner, on peut la vilipender, on peut la traiter de tous les noms, mais c'est pas grave. Et les gens pensaient qu'à cause de cela, il arrive malheur à M. Alain-Claude Bilibise. Moi, je vais me taire. Quand on défend la justice, on ne la défend pas à la tête du client. Quand on défend les valeurs, on ne les défend pas à la tête du client. Quand j'étais sortie sous la transition pour Sylvia Bongo et pour Noureddine, beaucoup m'ont attribué être le soutien absolu de Noureddine et de Sylvia, alors que je n'ai jamais été. Je n'ai jamais été ni pro-Sylvia, ni pro-Noureddine. J'ai défendu la République. J'ai défendu l'état de droit. Et quand j'ai vu que ces gens-là subissaient un certain nombre de violations de leurs droits, je suis sortie. Parce que j'estime que ce n'est pas parce qu'on a dit que ces derniers étaient hier des tortionnaires ou des gens qui ont orchestré, validé, entretenu tout ce que nous révulsions, qu'aujourd'hui, quand eux-mêmes deviennent des victimes, on doit applaudir. La justice, ce n'est pas l'assouvissement d'un sentiment de vengeance. La justice, ce n'est pas l'assouvissement d'un sentiment de vengeance. Bref, passons à autre chose. Et venons au sujet fondamental parce qu'il faut qu'on se laisse. Aujourd'hui, très chers compatriotes, vous l'aurez compris, je vous connais parfaitement bien. Vous pouvez prétendre me connaître, certains me connaissent vraiment, d'autres ne me connaissent pas. Ceux qui me connaissent, tant mieux. Ceux qui ne me connaissent pas, vous aurez le temps d'apprendre à me connaître. Ceux qui, pour se consoler ou pour se protéger de leurs insécurités, préfèrent me jeter l'anathème, allez-y. Si ça peut vous faire du bien, tant mieux. Je voudrais vous dire, très cher, avec la solennité que je voudrais donner à cette expression aujourd'hui, que je demande la libération de M. Alain-Claude Bilibise. J'ai honte à mon Gabon, au-delà d'avoir mal à mon Gabon. J'ai honte à notre justice. J'ai honte. Si la honte tuait, je pense que je serais morte. Parce que j'ai beau me le tourner dans tous les sens. Rien ne justifie ce qui se passe actuellement à Libreville avec M. Alain-Claude Bilibise. M. Alain-Claude Bilibise est un ancien Premier ministre de la République. M. Alain-Claude Bilibise a été ministre pendant plusieurs années dans notre pays. Ne serait-ce que pour la dignité de nos institutions. Par le respect de la signature du Gabon. Parce que ce monsieur a signé au nom du Gabon plusieurs fois. Il a été ministre des Affaires étrangères, ne l'oubliez pas. On ne peut pas se permettre ce qui se passe. Et pour être dans ce milieu et dans cet environnement, je sais que ça ne se passe pas comme ça. Quand il y a un haut commis de l'État qui est en cause dans une affaire, il y a des passerelles par lesquelles on passe d'abord avant d'engager quoi que ce soit publiquement. Et ça se tait souvent par ces passerelles-là. Ça ne va pas au-delà. Je n'en dirai pas plus. Mais vous le savez. Parlons un peu du droit. Parlons du droit. Parce qu'on a une culture dans notre pays que les gens font mal. Ils sont contents de faire mal. Toi qui vas faire une sortie pour venir dénoncer le mal que font les gens, tu deviens la bête noire.
Dans certains tribunaux, dans certaines cours, on te dit on ne reçoit plus tes requêtes. Dès qu'on voit Maître Marlin Fabien et Soleil Funta, Conseil juridique 2, on dit on ne reçoit plus tes requêtes. Amène ça où tu veux. Vous qui l'avez dit, vous savez dans quel bureau, dans quel contexte vous l'avez dit. Mais c'est vraiment dommage. Dommage pour les études que vous avez pu faire. Dommage pour votre serment, parce qu'on ne peut pas ainsi déshonorer son serment. C'est-à-dire qu'on utilise l'institution judiciaire pour régler des comptes de petites émotions, de basses émotions, de petites frustrations, de quelques petites insécurités. C'est-à-dire que cela ne m'affecte pas personnellement, mais m'affecte pour notre pays, le Gabon. M'affecte pour la justice de notre pays. Comment comprendre, chers compatriotes, que l'on parle de 2 infractions? On parle de l'escroquerie. On parle de l'abus de confiance. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis pénaliste. Cela veut dire que je suis spécialiste du droit pénal. Donc, il n'y a rien, entre autres, bien évidemment, il n'y a rien en droit pénal qui peut m'échapper. J'ai fait le droit pénal spécial. Cela veut dire que j'ai étudié chaque infraction en chapitre. De l'existence de l'infraction à son déploiement jusqu'à la fin. De la procédure, de la peine, de l'exécution de la peine. Et même de la pré-exécution de la peine. J'en suis spécialiste. Je ne l'invente pas, j'en suis qualifié. Et en droit pénal, on nous enseigne ceci. Il y a des infractions qui ne se réalisent que par la ruse, que l'on appelle généralement des infractions intelligentes. Ce sont des infractions dont la matérialité ne peut aucunement être supposée. Elle doit préalablement être établie avant toute considération de coercition. Qu'est-ce que cela veut dire? L'escroquerie, parlons-en. Il m'a escroqué, c'est un escroc. C'est qui l'escroc? L'escroc, c'est celui qui, par l'usage d'une fausse qualité, par l'usage d'un faux nom, par l'usage de manœuvres frauduleuses, va provoquer chez toi une action en sa faveur. Une action que tu n'aurais jamais commise en dehors de ces stratagèmes. Je viens, je me mets en costume, je me présente à toi, on a rendez-vous à Paris, je te dis, je suis ministre de la Justice au Gabon, bah écoute, dans le cadre de notre projet de loi, je viens même rencontrer un ministre ici, on a décidé que, bien évidemment, on voudrait solliciter de la France un accompagnement pour l'impression d'un certain nombre de textes et de dispositions ou de codes. Et pour cela, on a besoin d'un financement de 500 000 euros ou de 5 millions d'euros. En tant que ministre de la Justice et tout, vraiment, je voudrais l'usage d'une fausse qualité. Je ne suis pas ministre de la Justice au Gabon. Je viens discuter avec un ministre de la Justice français ou des services français en qualité de ministre de la Justice pour obtenir quelque chose. Et c'est toujours le comportement est préalable à l'acte. Préalable. Ça veut dire que ce n'est pas après l'acte qu'on va caractériser, eh bien, l'escroquerie. Je dois préalablement avoir utilisé une fausse qualité ou un faux nom. Je viens, oh non, je m'appelle Bongo Ndimba Anaïs, et puis je suis la fille du président. Aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous voir parce que c'est elle qui m'envoie dans l'optique de temps. J'utilise un faux nom, un nom qui n'est pas le mien, un nom d'emprunt ou un nom qui appartient à quelqu'un d'influent qui peut me permettre d'accéder à certaines choses.
escroquerie. Non, le mensonge seul ne suffit pas à caractériser l'escroquerie. Il faut une vraie démarche intellectuelle, astucieuse, pour caractériser l'escroquerie. Des manœuvres frauduleuses. Dans ces manœuvres-là, des mises en scène, on peut les avoir naturellement. Donc, il faut donc cette intention au départ pour parler d'escroquerie. S'il n'y a pas ça, dès le départ, on ne peut pas parler d'escroquerie. Il faut ces manœuvres-là. Ce sont ces manœuvres-là qui vont faire qu'on sache que, ah, dans le cas d'espèce, est-ce qu'on peut envisager même l'escroquerie? La situation de M. Alain Claude. Ils sont tous membres du parti de Paul Mbaba-Solo en 2008. Paul Mbaba-Solo est vice-premier ministre de la République. On lui confie l'organisation des fêtes des cultures. Il décide de confier à M. Alain Claude Bilibize le directoire de la commission de l'organisation de cette fête des cultures. La fête des cultures est déjà annoncée. La date est connue. Les Gabonais sont informés. Le budget est fixé, envoyé à qui de droit. À 3 jours, 2 jours de l'événement, on n'a toujours pas un rond. On dit, ne prennent les responsabilités que ceux qui peuvent, pas que ceux qui veulent. Et quand on est dans ce genre d'organisation, c'est dedans qu'on se vend politiquement. C'est un investissement personnel qu'on fait. Parce que, à concurrence de combien tu investis aussi, tu auras une considération, tu auras un rapprochement d'avec la hiérarchie. Si tu veux te faire bien voir auprès du vice-premier ministre, si tu veux espérer un poste, ben bien évidemment que tu vas t'investir. Il faut que tu démontres de ta capacité à pouvoir être une personne solvable pour le leader, pour que le leader te remarque, pour que le leader te soutienne. C'est dans cette optique que Madame Baba Ramatou, je crois, Amadou, décide de, oui, Monsieur le Président, à son initiative. Ce n'est pas que c'est Monsieur Alain Claude ou qui que ce soit d'autre de la commission qui réunit les gens pour dire on est à 2 jours de l'élection. On fait comment? On est à 2 jours de la fête des cultures. On n'a toujours pas reçu le budget. On doit lancer les festivités. L'espace n'est pas aménagé. On n'a pas encore payé les prestataires qui doivent l'aménager. On ne va pas jeter la honte sur notre leader qui est M. Paul Mbaba-Solo, qui a la responsabilité du succès de cet événement. Et c'est comme ça qu'on fait au Gabon, en politique. On connaît des ministres qui ont construit des édifices, des stades, au nom du chef de l'État, alors que le chef de l'État n'a pas donné un rond dedans. Juste pour eux-mêmes se vendre et se positionner. Pour dire, j'ai construit au nom du chef de l'État. Quand le chef de l'État va voir comme ça, ah oui, c'est bénéfique au peuple. Le peuple est content. Le chef de l'État peut me remarquer et le chef de l'État peut me promouvoir. Il peut donc me nommer à des postes à responsabilité. C'est un investissement. Donc, la dame, elle réunit le comité devant son président d'une parole sage. Chers membres du comité d'organisation de la fête des cultures, nous voilà à 2 jours de l'événement. Le budget que nous attendons n'est toujours pas arrivé. Je propose qu'en tant que membre du comité, nous nous cotisions pour mettre à la disposition de ces prestataires qui doivent apprêter les espaces et consorts l'argent pour que l'événement soit tenu et maintenu aux dates prévues. Au moment maintenant de l'arrivée des fonds que nous attendons, nous pourrions nous faire rembourser. Et comme en politique, on n'investit pas pour rien.
Madame Aminata qui propose, Madame Baba plutôt, Amadou, qui propose, eh bien, est tout de suite collectivement écoutée. Tout le monde trouve sa parole sage. Oui, vous avez raison, parce qu'à 2 jours, si on n'a rien calé, c'est pas sûr que ça se tienne. Et on ne peut pas jeter de la honte sur notre leader qui est Paul Babesol, vice-président, premier ministre de la République. Il faut donc que nous nous battions pour que nous établissions cette possibilité de réalisation de la fête. Parce qu'on connaît les choses politiques, l'argent peut même arriver le jour même et on n'aura pas eu le temps d'organiser quoi que ce soit. Monsieur Alain-Claude Bilibize ne fait aucune objection à cela. Il dit, ok, ben voilà ma contribution. Il dépose sur la table 3 millions de francs. Madame Baba Ramatou Amadou, elle décide, non, puisque c'est moi qui ai l'initiative et c'est moi la grande dame. Et puis je veux qu'on me remarque que je ne suis pas une simple militante qu'on peut négliger. J'ai du coffre. Elle prend 5 millions et dépose sur la table. Les autres donnent leur contribution. On prend cet argent, on le calcule, ça fait au total 9 millions. Il n'est dit nulle part que M. Alain-Claude Bilibize a été celui qui a reçu dans ses mains les 9 millions. Il est dit que la fête a été organisée avec ces 9 millions. Cependant, Madame Baba Ramatou Amadou, voulant avoir la preuve de sa grande contribution militante et de cet enthousiasme de grande dame réaffirmée et incarnée, demanda à M. Alain-Claude Bilibize de lui faire l'accusé de réception en tant que président de commission. Moi, M. Alain-Claude Bilibize, président du comité, reçu ce jour contribution de Madame Baba Ramatou, eh bien, 5 millions. Il n'est pas dit dedans, je sous-signais, Alain-Claude Bilibize reconnaît avoir reçu de l'argent de Madame Tant à concurrence de le lui rembourser dans tel échéancier, à telle date précise, à telle heure, à tel niveau. Non. On signe. Si c'est M. Alain-Claude Bilibize, personne, privée physique, qui prend cet argent, il ne met pas la profession ou la fonction, parce qu'à l'époque, il était député. Pourquoi n'a-t-il pas mis député dans cet accusé de réception? Comment pouvons-nous être en situation de confondre une reconnaissance de dette à un accusé de réception? J'ai eu un litige avec une administration au Gabon, il n'y a pas si longtemps que cela, où une cliente à moi avait engagé des fonds dans une banque sur la base d'un accusé de réception. Une facture qui a été accusée et reçue par l'administration. L'administration dit non. Cet accusé de réception ne vaut pas validation de la facture. Parce que pour que nous validions une facture, il faut qu'il y ait mentionné service fait sur cette facture. Accusé réception, c'est que quelqu'un est venu déposer, on a reçu tel jour, à telle heure, ce document. Voilà ce que ça veut dire. Ce n'est donc pas l'occasion de dire qu'on est en situation d'une quelconque reconnaissance de dette. Chers compatriotes, et je voudrais que l'on se souvienne que là, en matière, d'abord on était dans l'escroquerie, il y a des éléments constitutifs. Pour parler de l'escroquerie, il faut l'élément matériel. L'élément matériel, je vous ai dit, l'usage du faux nom, l'usage de la fausse qualité, les manœuvres frauduleuses, mise en scène, intervention d'une tierce personne, production de faux documents. Est-ce que M. Alain-Claude a fait une quelconque mise en scène? Non. Puisque ce n'est même pas lui qui a fait la proposition. Est-ce que M. Alain-Claude a utilisé un faux nom? Non.
Est-ce que monsieur Alain Claude a utilisé une fausse qualité? Non. Parce que sa qualité, c'était quoi? Président du comité d'organisation des fêtes des cultures. Et il a signé en cette qualité. Est-ce qu'il a utilisé les manœuvres frauduleuses, c'est-à-dire les mises en scène exagérées, l'intervention d'un tiers, donc quelqu'un qui n'était pas dans le comité, qui est venu apporter un crédit, qui serait venu par l'entremise de M. Alain-Claude Bilibize? Non. Est-ce que M. Alain-Claude Bilibize a produit un faux document qui aurait instigé ou provoqué la réaction de Madame Aminatou, Madame Baba? Non. À partir de cet instant, l'élément matériel de l'infraction d'escroquerie, qui est une infraction d'astuce, une infraction intellectuelle et intelligente, n'est pas rempli. Alors que c'est un élément sine qua non pour la considération d'une infraction. Et puis, on a la remise. La remise d'une chose. La remise doit avoir été, je l'ai déjà dit, provoquée par les manœuvres mises en place pour amener quelqu'un. Si on parle de manœuvre ici, ça ne peut pas être de M. Alain-Claude Bilibize parce que ce n'est pas lui qui a convoqué cette réunion pour dire « Venez on n'a pas d'argent, cotisons, donnons ». Non. Et personne n'a instigé madame à donner de l'argent. C'est elle qui a même initié les autres. C'est elle qui a proposé. Et c'est elle qui a dit aux autres, venez, on va donner. Donc, les manœuvres frauduleuses, aucune n'est caractérisée. À côté des manœuvres, on a déjà vu. On a vu la remise, donc, qui n'a pas été provoquée par une quelconque manœuvre ou l'usage d'une qualité vraie, fausse ou bien évidemment d'un faux nom. Rien de cela. L'élément moral, le dernier qu'il faut pour considérer qu'une infraction est caractérisée. L'intention de s'approprier le bien d'autrui par la ruse. Je dois avoir eu, préalablement à la remise, l'intention de prendre les 5 millions de madame par la ruse, par ces manœuvres-là. Est-ce que M. Alain-Claude a pris les 5 millions, a mis dans sa poche? La réponse est non. Est-ce que M. Alain-Claude a pris l'argent pour aller construire sa maison? La réponse est non. Est-ce que M. Alain-Claude a pris cet argent? Tout simplement, la réponse est non. C'est ça le droit. Donc, l'élément moral, l'intention de s'approprier le bien d'autrui n'est pas rempli. Ça, c'est un petit cours de faculté pour nos jeunes étudiants. Si on a ces éléments qui ne sont pas programmés, qui ne sont pas prévus, l'élément légal, c'est l'article, que dit la loi? Il faut l'usage d'un faux nom, d'une fausse qualité, de manœuvres frauduleuses. Bien évidemment, pour provoquer une remise d'une chose, une renonciation, pour provoquer une signature, pour provoquer un aveu ou des aveux. Voilà l'infraction. Donc, quand tout cela ne peut pas être retenu, pourquoi on va parler d'escroquerie? Un procureur qui est au fait de cette réalité, qui évoque même l'escroquerie, doit se revoir. Et là, grand frère ou papa, je ne sais pas comment vous appelez, ça ne sert à rien de m'en vouloir demain. Je ne suis pas en train de vous attaquer personnellement parce que je connais comment notre Gabon fonctionne. J'ai déjà fait les frais des menaces des procureurs généraux dans notre pays qui me disent que si je te vois dans un dossier, je vais te casser la gueule ou bien que je vais te détruire. Ce n'est pas ce que je cherche. Je veux que notre justice soit digne. Un procureur ne peut pas envisager en l'espèce, eh bien, l'escroquerie. Parce que le travail du procureur, c'est aussi de qualifier les infractions, qualifier les faits. La victime vient te raconter les faits. Toi, tu prends les faits, tu les analyses, tu vois est-ce qu'il y a constitution ou pas. Comment ça peut, est-ce qu'on peut poursuivre ou pas? Rien que par le récit que t'amène la plaignante, d'abord, avant même d'entendre l'autre partie. Parce que dans le récit de la plaignante, ce sont les faits que je viens de vous rappeler. Rien ne constitue l'infraction d'escroquerie dedans. Et si elle n'est pas constituée, elle n'est donc même pas évocable. Elle n'est pas évocable.
irrévocable. C'est une contribution militante, au mieux. Et la promesse de remboursement n'a pas été la promesse de M. Alain-Claude Bilibize qui a dit que je vais vous rembourser. Tous collégialement, collectivement, ont décidé de mettre des fonds. Et quand le budget arrive, on va se rembourser. Sauf que le budget est arrivé d'abord très tard, au moment des festivités. Et le budget n'était même pas suffisant pour couvrir les dépenses de prestataires extérieurs. Et pour ne pas avoir la honte, pour sauver l'honneur de l'État, pour sauver l'honneur de leur leader, ils ont décidé de désintéresser, collectivement, ils ont décidé, les personnes extérieures, dont les prestataires extérieurs, les gens qui sont venus danser, les gens qui sont venus avec la nourriture, au détriment de eux-mêmes. Parce qu'ils ne pouvaient pas s'auto-rembourser, alors qu'ils ne pouvaient pas rembourser les personnes extérieures. Comme ce sont des gens appartenant à un même bord politique, ils se sont dit, on va donc garder, eh bien, le peu qu'on a pour d'abord désintéresser les extérieurs. Nous-mêmes, on va attendre après qu'on nous rembourse. Père Paul Mbabessoul était au courant. Bongo était au courant. Ils ont dit, ok, on a compris, on va rembourser. L'argent n'est jamais venu. Sauf à nous produire maintenant aujourd'hui la preuve. Parce que moi, je ne veux pas entendre qu'on a dit qu'on a remboursé. Mbabessoul a dit là-bas qu'on a remboursé, ou bien Bongo a dit là-bas qu'on a donné l'argent. C'est Bilibize qui a mangé. Où est la preuve qu'on a donné l'argent à Bilibize? Plus tard. Même 10 ans plus tard. C'est où? Où est l'argent? Où est la preuve que le ministère a donné 10 millions pour les reliquats des 9 millions? Ou que le ministère a donné 9 millions? C'est une carence administrative de l'État. Et cette carence ne peut pas s'analyser d'une dette pénale ou même d'une dette civile. C'est une dette administrative. C'est une dette publique s'il faut. Parce que l'agent qui est intervenu n'est pas intervenu seul. D'abord, il est intervenu dans le cadre d'une, comment on appelle, dans le cadre d'un comité d'organisation ayant charge de mission publique. Donc c'est l'État. Et s'il y a remboursement, c'est le même procédé. Donc, l'escroquerie, chers compatriotes, ne peut pas être retenue. Et quand je dis que j'ai honte à mon Gabon, c'est de me rendre compte de comment est-ce qu'on peut ne pas dire le droit, de comment est-ce qu'on peut abrutir nos jeunes frères et sœurs qui sont dans les facultés aujourd'hui, qui apprennent le droit et qui vont se retrouver à s'imaginer l'escroquerie là où elle n'a pas débuté, là où elle n'a pas été évoquée, là où elle n'a pas commencé. L'escroquerie, ce n'est pas, comme on dit au quartier, il m'a escroqué. L'escroquerie suppose des préalables. Et ce sont ces préalables qui constituent l'infraction. Ce n'est pas l'après qui fait l'infraction. Est-ce qu'avant la remise, il y a eu usage d'une qualité fausse? Est-ce qu'il y a eu l'usage d'un faux nom? Est-ce qu'il y a eu des manœuvres frauduleuses pour inciter la personne, pour provoquer la personne à la remise, sans laquelle, sans ces manigances, la personne n'aurait pas été en capacité de donner quoi que ce soit? Voilà ce qu'est l'escroquerie. Donc il faut prouver. Et c'est pour cela que je dis que c'est dangereux pour notre pays aujourd'hui, notre justice. Parce que si vous faites ça pour des autorités ou pour le président ou je ne sais pour quelle autre autorité, pour lui faire plaisir, soyez au moins, si je dis encore intelligent, on va dire que je me prends pour la plus intelligente du monde. Mais prenez au moins des qualifications qui tiennent. Parce que là, vous êtes en train d'affirmer devant le monde entier que M. Alain-Claude Bilibize est irréprochable. Parce que s'il faut non seulement aller chercher dans les vieilleries des décombres de 2008, mais en plus de cela, aller chercher, tirer par les cheveux, une tentative éhontée de qualification d'une infraction qui ne peut se qualifier.
c'est dire ô combien vous avez fouillé, vous avez travaillé dur pour trouver ne serait-ce que une tentative de commencement d'exécution de la part de M. Alain-Claude Bilize d'une infraction pour le coffret et que vous n'avez pas trouvé. Et c'est pour ça que je dis c'est une honte. Parce que le procureur, il doit savoir que les faits là sont qualifiables en droit pour telle infraction, même s'il faut l'établir. Et je vous ai dit qu'on est en situation de cette catégorie d'infractions qu'on appelle en droit pénal des infractions intellectuelles, des infractions intelligentes, qui nécessitent donc la matérialité des faits avant tout acte de coercition, avant toute interpellation, avant toute privation de liberté. Je sais qu'en pratique du droit pénal gabonais, la privation de liberté est le premier acte de procédure, même en matière de procédure préliminaire. On a les enquêtes préliminaires, on a les enquêtes de flagrance. Les enquêtes préliminaires ne peuvent pas donner lieu à des arrestations alors qu'aucune matérialité de fait n'est établie. Une enquête de flagrance encore, on t'a attrapé devant le fait accompli, on t'a pris, on te dit oui, on a ou dans un temps voisin de l'action ou au moment même de l'action, on t'a attrapé, on a la certitude que tu as commis les actes. Mais en enquête préliminaire, on ne sait même pas si tu as commis l'acte. On n'est même pas sûr que les faits soient avérés. On n'est pas certain que les faits soient qualifiables en droit. On ne l'est pas. Donc, au titre de quoi, alors qu'on brandit le principe de la présomption d'innocence, ce principe sacro-saint qui voudrait que toute personne soit considérée innocente, tant qu'un jugement définitif ayant l'autorité de la chose jugée ne l'est pas condamné. Donc la présomption d'innocence préserve et protège de l'arbitraire, préserve et protège des arrestations arbitraires, des privations de liberté excessives. C'est cela la présomption d'innocence. Il ne suffit pas de la brandir ou de la prononcer. C'est quoi la présomption d'innocence? La présomption d'innocence, c'est ce qui consacre ce que l'on appelle les droits de la défense. Il faut que la personne soit en capacité de se défendre, sans avoir peur de l'épée de Damoclès de la privation de liberté sur sa tête. Il faut que la personne soit en capacité, bien évidemment, de ne pas être jetée en pâture, alors même que les faits pour lesquels cette personne est mise en cause ne sont pas établis, qualifiables en droit. Chers compatriotes. Donc, ne serait-ce que l'escroquerie, à ce moment-là, peut être retenue comment? Comment on peut même l'évoquer? Comment on peut même l'envisager, monsieur le procureur? Au nom de tout ce que j'ai de plus cher, au nom de mon bébé dans le ventre, si vous-même vous prenez contre vous, personnellement, ce que je dis, ah, c'est l'avenir qui va nous départager. Et Dieu et le ciel et nos ancêtres. Parce que quand on parle de notre pays, et qu'à chaque fois les gens veulent amener ça à des petits combats de personnes entre individus, ça blesse notre pays. Et ça nous condamne à davantage de médiocrité. Quand on occupe des postes officiels et publics, tels que procureur, juge d'instruction et consort, on n'agit pas au nom de sa petite personne, c'est au nom du peuple gabonais. C'est en notre nom à nous tous que vous poursuivez les délinquants. Parce que vous êtes l'avocat de la société. Vous protégez la société des malfrats, des malfaiteurs. Mais comment est-ce que vous allez poursuivre quelqu'un que vous condamnez déjà avant même d'avoir établi la réalité des faits? Et vous-même, vous l'avez dit dans votre expression. L'enquête se poursuit en attendant la matérialité des faits et la constitution ou non des infractions. Mais vous prenez quelqu'un, vous le jetez en prison. Et vous parlez d'une justice une pour tous. Non. Aucune justice, aucune loi, aucun droit au monde ne dit qu'on doit enfermer quelqu'un avant qu'on ait établi
la réalité, la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Aucune loi. Encore les lois, on s'en fiche, le droit. Quel est le droit qui vous le dit? Ce sont les droits de la défense. Ce sont les droits de la défense qui vous le disent. Et ce qu'il y a de plus dramatique dans l'histoire, c'est qu'au-delà de votre parfaite connaissance, parce que je ne peux pas penser que vous soyez ignorant de ce qui peut être la constitution d'une infraction comme celle de l'escroquerie, je ne peux pas penser que vous ne connaissiez pas le droit. La réalité, c'est que certainement vous maîtrisez même le droit. Mais comment pouvez-vous infliger à notre pays un déshonneur d'une telle hauteur? Comment? Comment vous le faites? Vous savez pertinemment que, même si vous pensez tout souvent que nous les Gabonais, nous sommes des ébungués, à un moment donné, il y aura une petite folle comme moi qui va se lever et qui va vous dire des choses telles qu'elles sont. Après, vous allez tous m'en vouloir. Après, vous allez tous me fermer les parquets, les portes. J'envoie une procédure, elle n'avance plus. On te dit, reviens demain, après-demain. On dit, va la déposer où tu veux ici. Elle ne sera pas déposée. Voilà ce qu'on vit et on subit. Parce qu'on essaye de dénoncer les choses dans les tribunaux, dans les cours. Et vous pensez que notre pays, là, on va le faire évoluer comme cela? Hier encore, tout ce qui s'est fait, vous avez dit que vous étiez aux ordres. Quand je parle de vous, ce n'est pas vous personnellement, c'est le corps de la magistrature. Aujourd'hui encore, vous continuez les mêmes choses. Et vous allez venir nous dire demain, on était aux ordres. Une dette d'il y a 18 ans, j'ai entendu les bruits du couloir dire que elle aurait porté plainte plus de 9 fois, où il y aurait eu plus de 9 convocations. Et que M. Alain-Claude Bilibizo n'aurait jamais répondu. Ça, ce sont les bruits du couloir qui ne sont d'aucune manifestation de la vérité. Admettons un temps soit peu que cela soit vrai. Je voudrais vous poser une question. Ne trouvez donc vous pas que vous êtes en train d'admettre vous-même que vous êtes une justice instrumentalisée? Comme l'ancien Premier ministre l'a dit à mon beau-frère chéri Agaya, que vous êtes le journaliste qui commente et qui accompagne et qui applaudit. Donc, la même chanson, vous la continuez en changeant juste les noms des auteurs dans la chanson là. C'est exactement ce que vous êtes en train d'avouer devant le monde entier. C'est-à-dire que vous avez, pendant plus de 9 fois, été incapable d'interpeller un ancien Premier ministre. C'est donc avouer que vous, magistrats, la justice gabonaise n'est pas capable de mettre en cause des autorités au pouvoir. Est-ce que vous imaginez le degré de lâcheté que vous affichez de notre justice au Gabon? Le degré d'hyperdépendance à l'exécutif de notre justice au Gabon. C'est-à-dire que pendant 9 ans, pendant 18 ans, parce que supposément il était au pouvoir, vous n'avez pu mettre la main sur lui. Donc vous n'allez frapper que sur les faibles. Quand quelqu'un n'a plus le pouvoir, c'est là où la justice gabonaise elle est forte. C'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'hyperdépendance. C'est un aveu de partialité au pouvoir. Ça veut dire que la justice qui doit être impartiale devient partiale et partisane au pouvoir. Vous l'admettez. Parce que vous avez attendu 18 ans. Apparemment, elle se serait plainte. Vous n'avez rien fait. Aucun acte interruptif. Aucune instruction ouverte. Aucune information judiciaire qui aurait interrompu même la prescription. Rien. Nada de nada. 18 ans après, vous vous réveillez, vous dites non. Là, on doit faire maintenant justice. Là, on doit faire maintenant justice. Donc, ah bon? Depuis tout ce temps, vous étiez où? Donc, vous admettez devant le monde entier que notre justice n'est que la justice des pauvres, des Gabonais lambda et la justice de ceux qui ne sont pas au pouvoir. C'est là où elle sévit. C'est là où elle se montre de toute sa rigueur. C'est là où elle se montre de sa monstruosité. Mais dès qu'il s'agit des gens qui sont au pouvoir, ah non, circuler, il n'y a rien à voir.
Tu peux porter plainte matin, midi et soir. Le procureur qui reçoit la plainte, il regarde comme ça. Tu penses que c'est moi qui vais poursuivre le ministre là? Pardon, déposez-moi ça là. Le juge d'instruction qui reçoit même la constitution de partie civile. Tu penses que c'est moi qui pardon? Je ne veux pas perdre mon poste. C'est ce que vous admettez. Vous admettez. Vous êtes en train de nous dire que vous êtes ligoté au pouvoir. Et à chaque pouvoir, vous maintenez la même chanson. Vous maintenez les mêmes pratiques et vous changez juste les noms des auteurs. Hier, c'était « Oh, la justice pour protéger Ali Bongo, c'est monté, c'est descendu. » Après, « La justice pour protéger les Black Boys, la justice pour protéger les Young Team. » Dès qu'ils sont tombés, vous avez changé maintenant de chanson. « La justice pour protéger Brice Lotten, Oligui Nguema, la justice pour protéger tous ceux qui sont au pouvoir actuellement. » C'est ça l'image de notre justice aujourd'hui. J'ai mal à mon gabou. Et si je ne peux pas me permettre une expression aussi franche, c'est que je ne suis pas gabonaise. Et c'est que je ne vous aime pas. Parce que je vous aime. Et je veux que vous changiez. Parce que je discute avec beaucoup de magistrats qui sont en souffrance de voir leur impossibilité de dire le droit. Au travers de toutes ces contraintes-là. La justice doit être indépendante et libre. Nos militaires nous l'ont promis le 30 août. Il fallait que nous tous nous en tenions. Mais les gens sont allés en Godje faire leur dialogue. Ils sont allés valider les choses. Vous avez tous validé la Constitution. Une Constitution qui est venue mettre le Gabon plus bas que terre. Donc, monsieur le procureur, monsieur ou madame le juge d'instruction qui est intervenu dans la cause, franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Parce que je sais qu'ignorant, vous n'êtes pas. Bête, vous n'êtes pas. Mais comment vous pouvez nous offrir un tel spectacle? Comment? Même si vous détestez à mort M. Alain-Claude Bilibise, même si vous ne l'aimez pas, même si, je ne sais pas pour vous, le simple fait qu'il respire vous insupporte, jusqu'à humilier tout un pays, à souiller ce qui reste de notre justice. On ne fait pas ça. Partons donc à l'abus de confiance. On a déjà parlé de l'escroquerie. Je vous ai démontré que l'escroquerie n'est même pas évocable, n'est pas envisageable en l'espèce. C'est même pas possible. L'abus de confiance. C'est quoi l'abus de confiance? L'abus de confiance aussi détermine ses conditions préalablement à la remise. L'abus de confiance suppose, je te remets quelque chose pour un but précis, à concurrence de quelque chose de bien déterminé. Je te donne mes 5 millions pour que tu me les rembourses. Le 25, on est en avril, le 25 avril. Après me les avoir remboursés le 25 avril, à telle date, à telle heure, voilà. Le 25 avril arrive, tu ne me donnes pas les 25 millions, je peux caractériser l'abus de conscience. Là, il n'y a pas besoin de manœuvre frauduleuse. C'est la destination de la chose remise qui compte. C'est le mandat, la raison pour laquelle je t'ai donné l'argent et sa condition de retour qui compte. Et elle doit être précise, déterminée dans le temps, l'espace et en conditions claires. Deuxième situation est la plus usuelle. Je te donne cet argent pour payer l'organisation de la fête de culture. Tu prends l'argent, tu vas t'acheter un véhicule avec, tu vas te construire ta maison, tu as détourné donc l'argent de son objet, de sa destination. C'est cela, l'abus de confiance. Donc, il y a un élément préalable, c'est l'accord. L'accord qu'on s'est fait, on a fait un contrat, on a fait un accord. Ça peut être écrit, ça peut être verbal. Donc, le bien a été remis à charge de l'utiliser comme tel ou de le restituer dans telles conditions. Donc, il y a la notion de l'usage déterminé du bien. C'est cela l'abus de confiance. Il faut un usage déterminé du bien. En l'espèce,
est-ce que Madame Baba Ramatou Amadou a remis de l'argent à Monsieur Alain-Claude Bilibiseux? La réponse est non. Parce qu'elle n'a pas remis l'argent à Monsieur Alain-Claude Bilibiseux, elle a remis l'argent au comité. Bien que Monsieur Alain-Claude Bilibiseux, comme elle a demandé, parce qu'elle voulait prouver que c'est elle qui a cotisé plus que tout le monde pour se faire bien voir de Père Paul Mbabe Solo, et bien, et de peut-être Omar Bongo, pour avoir sauvé une fête de l'État, eh bien, elle n'a pas remis l'argent à M. Alain-Claude Bilibiseux. Est-ce qu'elle a remis cet argent pour un objet bien déterminé? Oui, elle a remis l'argent pour les festivités, pour l'organisation, la préparation de l'organisation de la fête des cultures. Est-ce que l'argent a été utilisé pour les festivités ou l'organisation de la fête des cultures? Oui. Elle-même, elle le reconnaît et tout le monde le reconnaît. Donc, M. Alain-Claude Bilibiseux n'a pas pris cet argent, ne l'a pas utilisé pour son compte, ne l'a pas détourné de sa destination, de son objet. L'argent est resté utilisé dans l'objet prévu. Donc, le contrat de mandat est parfaitement respecté. L'usage déterminé auquel l'argent a été affecté a été respecté. Donc, le marché est conclu. J'ai donné 5 millions pour préparer la fête de culture, pour payer les festivités. Oui ou non? Oui. André ne va pas chercher longtemps. Donc, l'élément préalable n'est pas retenu. Pour envisager même, je ne parle même pas de caractériser, envisager, eh bien, l'abus de confiance. Donc, l'élément matériel, quant à lui, peut être quoi? On va dire, c'est la destination, je l'ai déjà expliqué. Est-ce que l'argent a été dissipé? Est-ce que l'argent a été détourné? Est-ce que l'argent a servi à autre chose que ce pourquoi on l'a cotisé? Si la réponse est non, ça veut dire qu'il n'y a pas d'infraction. Si la réponse est oui, là, on peut dire qu'il y a infraction. Mais pour le coup, on sait bien tous, et elle-même, elle le reconnaît, que l'argent a bien été utilisé pour les festivités de la fête des cultures. Donc, ce n'est pas Alain-Claude Bilibiseux qui a utilisé cet argent. Donc, à partir de cet instant, l'élément matériel n'est pas caractérisé. Mesdames et messieurs les juges, monsieur le procureur, monsieur ou madame le juge d'instruction, Diffina-Boana, pourquoi vous faites ça? À partir de quel moment on va même évoquer l'abus de confiance en l'espèce? On sort de là encore. Le préjudice, il doit être actuel et certain. Dans l'abus de confiance, quand on dit le préjudice doit être actuel et certain, ça nous renvoie à deux choses. L'actualité du préjudice, ça signifie quoi? Ça veut dire que dès l'instant où on constate tout de suite que l'argent a été détourné, le préjudice est acquis. J'ai donné 5 millions pour organiser la fête des cultures pour que quand Mbaba Solo arrive, quand Bongo arrive, ils trouvent que tout est clean, tout est propre, même s'ils ne nous ont pas envoyé l'argent à temps. Comme ça, ils vont voir que nous sommes des grands anticipateurs, nous sommes des grands managers, nous sommes des gens qui méritent des responsabilités. Et donc, ils vont nous en donner davantage ou bien on va bien se faire voir auprès d'eux, ils vont nous donner la place de choix, on va pouvoir parler à l'oreille du chef. C'est tout ça là, c'est pour cela qu'on investit. Et comme ça. Donc, le caractère actuel du préjudice, c'est si j'ai donné 5 millions pour organiser la préparation de la fête des cultures pour qu'on soit prêt au jour J-2. Et que finalement, l'argent, au lieu de servir à cette organisation, a été pris pour
autre chose, une autre destination. Le préjudice, ce n'est pas, je trouve que oh, on m'a pris l'argent. Le préjudice, c'est d'abord que ce pourquoi on a voulu éviter la honte se soit réalisé. On a voulu éviter la honte à nos leaders. Malheureusement, ils ont eu honte parce qu'on n'a pas pu réaliser la préparation prévue, parce que l'argent qu'on a prévu pour cette préparation a été détourné et utilisé par quelqu'un d'autre. Donc, ayant dissipé ces fonds, ayant détourné ces fonds pour un autre usage, autre que celui pour lequel on les a prévus, on se retrouve en situation où j'ai un préjudice actuel. C'est à l'instant T, au moment du jour J. La honte qu'on a voulu éviter, on ne l'a pas évitée. La honte qu'on a voulu éviter, on ne l'a pas évitée. Malgré que j'ai anticipé et donné de l'argent. Donc, nous subissons le préjudice de n'avoir pas anticipé un événement pour lequel on s'est consolidé, on s'est cotisé pour anticiper son organisation. C'est ça le préjudice actuel. Et le préjudice doit être certain. Ça veut dire que ça ne doit pas être supposé. La certitude du préjudice, c'est que là, on avait 5 millions. Plus les autres, ça faisait 9 millions. Et avec les 9 millions, on payait la salle, on payait les premières personnes qui venaient installer leur groupe de danse, on payait l'électricité, on payait la nourriture, on payait la boisson. On avait le semblant d'une fête bien préparée, bien organisée. Quand Monsieur le Président arrivait et le vice-premier ministre, eh bien, il devait trouver que tout était parfait et qu'on s'est donc bien pris à temps. Donc, tout ceci, si ça n'a pas été fait parce que quelqu'un a pris les 5 millions de Madame Baba pour les utiliser dans quelque chose d'autre, ça veut tout simplement dire que, bien évidemment, la certitude du préjudice ne se discute pas et le caractère actuel de ce préjudice non plus. À partir de cet instant, oui, bien évidemment, il y a infraction. Mais en l'espèce, revenons à l'autre cas. Est-ce que l'argent a été utilisé pour la préparation et ça a réussi? Oui. Donc l'argent n'a pas été dissimulé par qui que ce soit, n'a pas été dissipé par qui que ce soit, n'a pas été détourné par qui que ce soit? Oui. Est-ce que vous avez bien vu comment l'argent là a servi à l'organisation? Oui. À partir de quel moment on va parler d'abus de confiance? Qui a abusé de la confiance de qui? Parce que la confiance, c'est de dire, on a cotisé 9 millions pour organiser la fête. Ce n'est pas les histoires après la fête. Les histoires après la fête ne sont pas caractérisables, ni en abus de confiance, ni en machin. C'est en carence même administrative de l'État, carence fautive de l'État. Donc s'il y a créance à créer là, c'est l'État qui devient débiteur. Et l'État aussi peut se sauver pour dire non, c'était une contribution enthousiaste et militante. Parce que, in fine, on ne vous a pas donné mandat pour vous cotiser entre vous. C'est une initiative personnelle. Vous avez voulu anticiper. Vous avez voulu faire en sorte que les choses ne ratent pas. On peut l'entendre, c'est une bonne foi. Mais bon, il fallait attendre que l'argent arrive et faire avec ce qui était disponible. Donc, s'il n'y avait que 10 millions, vous faisiez avec 10 millions. On ne peut pas vous donner plus. Maintenant, si vous avez avancé des fonds sans savoir, sans être certain de ce que vous devriez recevoir, et que finalement, ce que vous avez reçu n'a pas pu suffire à non seulement vous rembourser ce que vous avez investi pour que tout soit clean, propre et prêt, et payer des intéressés, les autres qui sont venus vous assister ou participer à l'événement, eh bien, c'est pas notre faute. Parce que le budget que vous avez envoyé, un budget, vous pouvez nous l'envoyer, on peut décider de vous donner l'exact budget en dessous ou au-dessus. L'État peut se défendre comme cela qu'on n'a eu aucun acte à engager notre responsabilité qui était de nature à vous rassurer qu'on va rembourser. Donc c'est une démarche personnelle qui est avant tout politique. Et puis en politique, on fait des investissements qui n'ont pas forcément de retour à investissement. C'est pour cela que j'ai écrit il y a 2 jours que l'échec d'une ambition politique d'un camarade ne peut pas incomber à un autre. Parce que ce que l'on voit, c'est comme si Madame Ramatou
Baba a envie de reprocher à M. Alain Claude d'avoir investi en politique et de n'avoir pas eu des fruits politiques irrélatifs, contrairement à lui qui, elle estime que dans ce contexte-là, a investi moins qu'elle et a eu tous les fruits politiques, est devenu ministre, jusqu'à premier ministre, alors que elle estime que il a investi bien moins qu'elle. Donc celle qui devait avoir les fruits politiques, c'est elle. Mais non, on ne va pas reprocher à quelqu'un. L'investissement politique, c'est un pari militant. Tu peux parier 100 millions de te dire que là, le président va me nommer. On a vu beaucoup ici qui ont entendu leur nom circuler dans les réseaux sociaux, dans les couloirs, pour dire qu'ils seront nommés ministres et consorts. Qui sont allés faire des emprunts, qui ont pris l'argent à gauche, à droite. Et finalement, leur nom ne sort pas au conseil de ministres. Et quand ça ne sort pas, tu vas t'en prendre à qui? Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. En politique, rien n'est certain. On peut te regarder dans les yeux et te dire que demain tu es nommé. Et demain arrive, tu n'es pas nommé. Si toi maintenant, parce qu'on t'a regardé dans les yeux, on t'a dit que tu seras nommé, tu pars acheter, tu appelles ta soeur qui est en France. Bon, tu sais, pour demain en prêtant serment, je dois avoir un ensemble Louis Vuitton. Je dois avoir un sac Louis Vuitton. Est-ce que tu as un peu d'argent là? S'il te plaît, prends 15 000 € ou 20 000 € de ton argent. Achète, fais-moi les courses à Louis Vuitton. Viens me les livrer à Libreville parce que demain je serai nommé et je dois porter les habits classe et tout ça, tout ça. C'est un pari militant. Ta soeur finit de s'endetter ici où elle prend son argent, elle sait que tu vas rembourser puisque dès que tu deviens ministre, on va te donner un petit sac d'argent pour t'établir et tout, tu pourras lui rembourser son argent. Elle vient, avec ça, elle vient te donner. Et puis le lendemain, finalement, ton nom ne sort pas. Tu fais comment? Tu vas t'en prendre à qui? À celui qui t'a promis la nomination? C'est quelle obligation? On peut te prévoir aujourd'hui, on t'enlève à 2 minutes de la nomination. Donc, Madame Baba Ramatou Amadou, excusez ma vie, Monsieur Alain Claude Bilibize n'est pas responsable de votre échec dans vos ambitions politiques. Il n'est pas responsable. Il n'a rien à payer parce que vous aurez été dans une activité de circonstances ensemble et que de cette activité où vous estimiez que vous étiez la personne avec la plus grande contribution et in fine qui n'a pas eu la récompense politique la plus grande. Il y en a qui ont investi en politique qui n'ont jamais rien obtenu. Ils ne vont pas se mettre sur les toits du monde pour poursuivre leurs camarades guerre, pour dire que quand on recevait le ministre, c'est moi qui donnais plus, c'est moi qui donnais plus de viande de brousse, c'est moi qui amenais les chasseurs en brousse. Mon père, paix à son âme, a investi en politique de Mbabo Solela. Quand Mbabo Solela était annoncé à Mindik, mon père envoyait les chasseurs en brousse pour chercher la viande de brousse, pour chercher le poisson, les pêcheurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, tout cet investissement-là, il le faisait parce qu'il y croyait. Est-ce qu'il a demandé un retour à investissement? On a nommé mon père quelque part. Jamais. D'ailleurs, lui-même, il n'a jamais voulu être nommé quelque part. Parce qu'il croyait au changement. Il a soutenu le candidat du RNB, du candidat des bûcherons et tout ça, tout ça. Il mettait ses voitures à disposition pour transporter les gens gratuitement. Jamais il n'a été remboursé par une quelconque organisation. Parce qu'il y croyait. Et c'est ce que vous avez fait, madame. Acceptez-le. Donc, il n'y a rien de pénal là-dedans. Donc, et puis il y a l'élément moral. La conscience de détourner le bien de sa destination contractuelle. On est toujours dans l'abus de confiance. On a réuni les 9 millions. Moi, Bilibize, je prends les 9 millions. Au lieu de les utiliser par les services, les organes
trésorerie et consorts pour payer les charges, pour payer les activités et tout. Je prends les 9 millions, je mets dans ma poche, je monte à Libreville. Je prends les 9 millions, je m'achète un véhicule. Je prends les 9 millions, je pars construire ma maison au village. Et je suis conscient que l'argent là, les 9 millions là, c'était pour une destination précise, c'était pour un objet précis. Mais moi, j'ai laissé cet objet pour aller faire autre chose. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qu'on appelle l'abus de confiance. Quand on a, ce sont des éléments cumulatifs. Quand on a cumulé ces éléments-là, c'est ce qui fait que l'infraction soit constituée. Et c'est ce qui fait qu'on poursuive. Parce que le travail préalable qu'on doit faire, c'est celui-là d'abord. Pour savoir si c'est même envisageable. D'abord, par les faits. Après, maintenant, on tombe dans le débat des preuves et consorts. Si déjà les faits ne rentrent pas dans la qualification, on poursuit sur la base de quoi? Parce qu'il faut d'abord que le récit soit crédible. Il faut d'abord que le récit soit recevable. Il faut que tous ces éléments soient réunis avant même d'envisager de poursuivre. Mais si ce n'est pas réuni, on poursuit qui et comment? La remise des 5 millions en 2008 s'est faite dans un cadre collectif, le comité, je l'ai déjà dit, pour sauver un événement d'État et pour sauver l'image des leaders et pour bien se faire vendre auprès des leaders. 1. Monsieur Alain Claude Bilibise n'a pas utilisé de faux noms, n'a pas utilisé de fausses qualités, n'a pas utilisé de manœuvres frauduleuses, n'a pas initié la collecte de ces fonds, n'a pas suggéré la remise de ces fonds et la contribution des uns et des autres pour qu'on lui en tienne de quelque manière que ce soit responsable. Il était réellement le président du comité. L'usage d'une qualité vraie. Il n'y a pas eu de mise en scène pour soutirer de l'argent à qui que ce soit. La proposition a été faite par la plaignante d'aujourd'hui. Rien que ça. Les gens de TikTok. Ça a été une cotisation volontaire et solidaire. On veut sauver. On fait ensemble. À nos risques et périls. Même si on espère un remboursement. Mais personne en haut là-bas n'avait pris l'engagement de nous restituer quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Pour l'abus de confiance, les fonds ont été remis pour financer la fête des cultures. L'événement a bien eu lieu et ces fonds ont bien servi à cet événement. Ça ne s'ouvre aucune discussion. Parce que pour qu'on parle même d'abus de confiance, il fallait prouver que M. Alain Claude Bilibise a utilisé ces 5 millions pour lui-même. Et non pas pour la fête. Pour son enrichissement personnel, au lieu de les injecter dans l'organisation. Ce que personne ne conteste aujourd'hui. Et le parquet, en admettant être encore dans des investigations, poursuivre des investigations pour établir la matérialité des faits, avoue qu'ils n'ont rien. Que c'est même pas, ils peuvent même pas dire aujourd'hui si ces faits sont réels ou pas. L'argent a été dépensé pour l'événement. Le contrat de mandat a été rempli. Tout simplement. Le défaut de remboursement par l'État. Un remboursement espéré. Parce qu'il n'y avait aucun contrat, de ce que j'entends du récit, entre l'État et ces gens. Ils ont envoyé un budget, l'État a dit OK. Mais finalement, l'État n'a pas payé ce budget. Ils ont envoyé cette facture. Ils ont dit OK, donc prenez la facture avec la matérialité de ce qui vous a été donné et dire que vous nous devez le reste de la facture. Puisque si vous avez validé la facture, nous on s'est prédisposé en considération de cette facture. Donc, c'est à vous de nous rendre des comptes.
défaut de remboursement par l'État n'est pas un détournement. C'est une carence administrative de la puissance publique. Chers compatriotes. Et ce qui me stupéfait davantage dans cette histoire, c'est que je vous ai dit que les deux infractions là sont des infractions intelligentes, intellectuelles, astucieuses. Et quand on est face à ce genre d'infraction, comment on peut opposer le caractère intelligent de ces infractions à la brutalité de la procédure? Ce sont des infractions pour lesquelles on ne peut envoyer personne en détention préventive. Parce que ce sont des infractions qui méritent que l'on établisse la matérialité des faits. Que l'on passe au jugement. Que l'on décide que tu es coupable. Avant d'exercer une quelconque mesure de coercition sur toi. Comment comprendre que à ces infractions qui nécessitent l'intellect, on oppose une brutalité d'une procédure, DGR, ceci, cela, jusqu'à mandat de dépôt. Va en prison. Oh là là. Au Gabon aujourd'hui, on arrête un premier ministre, on le jette au cachot, on le jette en prison pour voir s'il y a eu une infraction. C'est ça que ça veut dire. On t'envoie d'abord en prison en attendant de voir si vraiment il y a escroquerie. On t'envoie d'abord en prison en attendant de voir s'il y a eu abus de confiance. On n'est pas sûr, on n'a rien, le dossier est vide. Les faits ne correspondent pas à une qualification d'infraction. Mais bon, ceci étant, on t'envoie quand même d'abord en prison. Et après, on verra, ben, si tu n'es pas coupable, on te libère. Mais non, si tu es coupable, ben, tu vas rester là-bas. Mais pour l'instant, on n'est pas certain. Mais ça ne nous empêche pas de t'envoyer en prison. On prend un homme d'État. Est-ce que vous imaginez la symbolique? Cela veut dire que tous les Gabonais lambda, ceux qui se réjouissent de cette situation, devraient se poser la vraie question. Que si même un premier ministre, on peut le prendre comme ça, comme un vulgaire, voleur, comme un malpropre, quelqu'un qui a crédibilisé l'élection de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, son principal challenger. Quelqu'un qui a serré la main du président comme ça. On le prend, on le jette en prison. En attendant de voir s'il est coupable. On n'est pas sûr qu'il le soit. Un haut cadre de la République. On verra peut-être. Mais le Gabonais lambda, lui, devient qui dans les mains de cette justice? Le Gabonais lambda devient qui dans les mains de la justice? Parce que dans tous les pays, il y a quand même certains interdits. Je vois certains qui se permettent d'écrire ici et là. Oh, nul n'est au-dessus de la loi. Sarkozy a été... Voilà, on écrit encore ça. Comme si la personne lisait dans mes pensées. Sarkozy a fait la prison. Mais Sarkozy a fait la prison. D'abord, comparaison n'est pas raison. Ensuite, dans ce pays qu'on appelle la France, on peut dire que la justice est indépendante. Même si elle aussi, elle peut avoir quelques petits couacs. 2. Sarkozy a fait la prison après la 2e ou 3e condamnation. Ça veut dire qu'on l'a d'abord condamné en première instance. Il a fait appel. On l'a condamné à nouveau. Alain Claude Bilibize, les faits ne sont même pas établis. Les faits ne sont même pas juridiquement qualifiables au pénal. Vous le prenez, vous le jetez en prison et puis vous venez mettre ça en comparaison avec Sarkozy. Sarkozy a été jugé par un tribunal indépendant. Même si lui-même il a dit qu'il n'était pas indépendant. Sarkozy a été jugé. C'était des années et des années de procédure. Ce n'était pas qu'il sort de chez lui. Vous avez vu, même quand il a été jugé, les égards que l'on réserve à un chef de l'État, même quand il a été jugé, plus de 2 fois,
Il est reparti du tribunal, bien que condamné, libre. On lui a dit, tu vas aller en prison dans 2 semaines, donc va te préparer psychologiquement. Va dire au revoir à ta famille. Il est rentré chez lui. Il a préparé ses enfants. Il a préparé sa femme. Il a préparé sa famille. Il a préparé ses militants. Et quand le jour est arrivé, ce n'était pas comme un voleur qu'on peut attraper. C'était solennel. Tout le monde était là. Sa famille, ses militants. On est allé l'attraper. On a mis les menottes. On l'a amené en prison. Une prison de haute sécurité. Que tous les Français pouvaient surveiller H24. C'est ce qui s'est passé. Vous voulez vous comparer à la France? Vous voulez vous comparer à la France? Vous suivez les actualités sans les suivre. Quand Sarkozy a été arrêté, Sarkozy a été jugé, condamné. Billy Bizo n'est pas encore jugé. Billy Bizo n'est pas condamné. On ne sait même pas ce qui s'est passé dans la tête de ceux qui ont participé à cette opération. Pour envisager une infraction dans les termes de ce qui s'est fait. Il n'y a rien, je vous dis qu'il n'y a rien de pénal. C'est une monstrueuse affaire d'un déshonneur absolu pour notre pays. Et vous qui en faites apologie, je me dis encore une fois, j'ai des raisons de m'inquiéter pour notre pays, le Gabon. C'est dans cet état que nous allons élever nos enfants. Un état où le peuple ne comprend absolument rien, nos enjeux de son pays. Un état où on peut exposer notre pays à une honte de ce degré et les gens viennent avec une légèreté déconcertante pour essayer de justifier ce qui ne l'est pas. Sarkozy a été arrêté. Sarkozy a fait la prison, lui qui était président. Lui, c'est qui? Il est premier ministre. Vous avez vu, on a pris Sarkozy, on l'a jeté en prison. Sarkozy s'est défendu. Sarkozy s'est rendu combien de fois au tribunal? Les procès étaient publics, filmés. Il s'est défendu. Vous voulez nous parler de quoi? Si vous voulez chercher comparaison, dites que Nelson Mandela est parti en prison. Aussi injustement que l'est M. Alain-Claude Bilibize. Et Nelson Mandela a fini par sortir de prison. Et quand il est sorti de prison, il est devenu président. Eh bien, de l'Afrique du Sud. Si vous voulez une comparaison, c'est celle-là. Parce que M. Alain-Claude est arrêté injustement. Et c'est prouvé et c'est démontré juridiquement. Si on fait du droit, il n'a rien à faire en prison. Maintenant, si on est dans les règlements de compte politique, il faut que les magistrats, la justice de notre pays, notre ministre de la Justice assume qu'il est dans la continuité du système et même en pire. J'entends, quand lui il était Premier ministre, il a dit qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques. Mais le coup d'État a été fait pour quelle raison? Vous avez célébré la libération de notre pays de quoi? Ce n'était pas de ces traitements inhumains et dégradants que vous célébriez hier la libération de notre pays. Ce n'était pas de cet État arbitraire. Ce n'était pas la libération de quoi? De 2-3 individus, Noureddin Bongo, Sylvia Bongo et Ali Bongo. Vous réduisez donc notre pays à ces 3 gringalets de personnes. Vous réduisez le Gabon à 3 individus. Si vous avez
célébrer le coup de la libération, c'était parce qu'on se libérait de l'arbitraire, on se libérait du non-droit, on se libérait des tortures, on se libérait des traitements inhumains et dégradants, on se libérait de la mauvaise gouvernance, on se libérait des coquineries et consanguineries, on se libérait de tout ce qui est entrave à notre épanouissement républicain et citoyen. Ça, c'est la vraie libération. Mais si vous avez crié victoire à la liberté ou à la libération du Gabon et que vous venez tomber dans le remake, le mimétisme, dans exactement ce que faisaient ceux que vous avez constitué le mal du Gabon, vous êtes mis en quoi? Le coup d'État a été fait pour quoi? Pour déshabiller Pierre, pour habiller Paul? Pour déshabiller Pierre et habiller Paul? Vous avez été libérés de quoi? Je veux savoir. On dit chaque peuple mérite ses dirigeants. La personne qui a dit ça a vu juste. Tant que le peuple gabonais sera complaisant avec du non-droit, tant que le peuple gabonais sera complaisant avec les tortures, les traitements inhumains et dégradants, ces dirigeants continueront ces actes. Mais le jour où le peuple gabonais dira non, ça suffit, nous ne voulons plus de ces actes, les dirigeants aussi arrêteront. Nos dirigeants sont à notre image. Ce n'est pas nous qui sommes à leur image. Eux, ils sont à notre image. Ce qu'on accepte, ils amplifient. Ce qu'on tolère, ils accentuent. Ce qu'on applaudit, ils consacrent ça. Ils le sacralisent. C'est nous qui leur montrons le là. C'est nous qui les lidons. On dit chez les femmes, au Barokou, soit à Tawa. Pendant que tu es en train d'égorger la poule ou le coq au village, le canard te regarde. Vous vous réjouissez aujourd'hui parce que c'est M. Alain Claude, un père de famille, un époux, un responsable, un leader, quelqu'un qui a porté le Gabon, qui a signé au nom de notre pays. Mais vous avez les vôtres qui sont au gouvernement. Ne vous étonnez pas que demain ils subissent le même sort. Quand je parlais de Sylvia Bongo, je disais que je condamne ce que vit Sylvia. Parce que si ce ne sont que des raisons pour faire mal, pour détruire, ce n'est pas ce qui manque. Ceux qui acceptent que l'on torture Sylvia ou que l'on la maltraite sont des mêmes qui demain, eh bien, vont applaudir si les choses tournaient mal et que l'on faisait subir ça à mes deux rivales là. Vous allez être les mêmes. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas ériger le non-droit en norme. On ne peut pas ériger le non-droit en norme. Quand on défend des valeurs, peu importe la tête, on ne peut pas. Et c'est pour cela que quand on nous dit d'être conséquent avec nous-mêmes, on nous a dit hier, nous avons demandé la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Oui, nous l'avons demandé. Nous avons demandé la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Pourquoi? Pour ne pas continuer d'être dans cet état éternel de règlement de compte. Parce que nous ne sommes que de pauvres petits humains qui ne nous élevons pas au niveau intellectuel que nous sommes censés incarner. Parce que si nous agissions intellectuellement, nous ne nous permettrons pas de faire ce genre de choses.
Mais nous nous réduisons à nos bassesses, à nos frustrations, à nos colères. Et c'est ce qui fait que c'est la haine qui nous guide. Je vous le dis en vérité, en vérité. Pour que tout cela cesse, il faut une commission vérité, justice et réconciliation. S'il faut que les gens se dépêchent, s'il faut que les gens s'arrachent les vampires, s'il faut que les gens, chacun expose, après on fait la paix, on se réconcilie, on avance. Et on part sur de nouvelles bases. On a fini de se pardonner. On a fini de se dire tout ce qu'on avait dans le ventre. Mais tant qu'on ne l'aura pas fait, on ira de règlement de compte en règlement de compte parce que personne n'acceptera de laisser l'autre. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils font subir, non? Comme ceux qui étaient hier ont fait subir. Ce n'est pas le cas. Mais ceux qui vont venir demain, eux aussi vont faire subir ceux qui sont aujourd'hui. Hein? Personne ne laissera l'autre. Et c'est le destin que nous donnons à notre pays, d'en faire un état de petits règlements de compte. Personne ne laissera l'autre. Donc il faut qu'il y ait une génération qui accepte que oui, nous on a peut-être subi, mais on ne deviendra pas les bourreaux de demain ou les bourreaux d'aujourd'hui. Et pour que cela arrive, il faut que les gens s'asseyent, il faut que les gens se parlent, il faut que ceux qui ont fait du mal à ce pays, s'il le faut, s'agenouillent, demandent pardon. Il faut qu'ils ouvrent leur cœur, qu'ils avouent leur tort, qu'on sache ce qu'ils ont fait et qu'on pardonne. Nous sommes les enfants des mêmes pays, nous n'avons pas honte. Quand Ali Bongo était là, oh, il est Biafra, il est ceci. Bilibize, 100% Gabonais. Monsieur Oligingema, tout comme Monsieur Bilibize, tous les deux 100% Gabonais. Ils sont même fans, tous les deux. Regardez-les comment ils sont en train de s'entre-déchirer. Parce que quoi que vous vouliez dire, que c'est une affaire de droit commun, que c'est faux, ce n'est pas une affaire de droit commun. Personne ne peut être trompé aujourd'hui à penser que c'est une affaire de droit commun. C'est un règlement de compte politique, point barre. Et ceux qui ont participé à cela ne rendent aucun service au chef de l'État. Même si c'est lui-même qui voulait, si vous l'aimiez, et si vraiment vous voulez qu'il réussisse, vous lui aurez dit non, vous l'en auriez dissuadé. Monsieur le Président, au nom de tout ce que j'ai, avec tout le respect que je vous dois, on ne peut pas faire ça. Ça vous mettra en danger. Oui, un chef de l'État doit avoir des personnes qui lui disent non, même si c'est sa volonté. Vous lui dites non. Monsieur le Président, ça non. C'est la ligne rouge. Vous ne pouvez pas faire ça. Parce que, quoi qu'il se passe, conformément à notre constitution aujourd'hui, où il est le Dieu de la terre et du ciel et de tout, mais tout cela lui tombera forcément sur la tête. Il est le seul responsable de la situation de M. Alain-Claude Bilibize. Qu'il l'ait instigé, qu'il l'ait annoncé, qu'il l'ait laissé faire tout simplement, il est responsable parce que c'est lui le chef du gouvernement. C'est lui le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc c'est lui le vrai patron des magistrats. Parce que c'est en conseil de la magistrature que l'on enlève, que l'on nomme les magistrats. Que l'on nomme les procureurs, que l'on les enlève. Donc, si c'est lui le président, ça veut dire que tout ce que les magistrats là sont en train de faire, c'est sous ses ordres. Ou avec son acceptation, sa validation. Parce qu'il a le pouvoir de leur dire non. Et je ne vois pas ce magistrat au Gabon qui va aller à l'encontre de la volonté du chef de l'État. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Donc, peu importe comment on tourne ça dans nos têtes, la vérité c'est que ça ne tombera que sur la tête d'une seule personne, c'est le chef de l'État. Et ceux qui sont aux côtés de ce chef de l'État ne l'aiment pas. Parce qu'un chef de l'État doit avoir des personnes qui l'écoutent, quoi qu'il arrive, qui écarquillent les yeux, qui disent non, monsieur le président, ça vous ne pouvez pas faire. Quitte à nous enlever du poste, quitte à nous détester, mais tant que nous on occupe ce poste, on vous dit, en tant que conseiller, en tant que ceci, ça vous ne pouvez pas le faire. Parce que cela vous reviendra toujours en pleine gueule.
Parce que cela finira par vous détruire. Et c'est votre magistère qui sera naturellement sali, affaibli. Et on pensera que vous êtes un chef lâche. Parce que vous n'aurez pas le courage d'assumer une contradiction politique. Et que vous êtes obligé d'envoyer quelqu'un en prison pour le faire taire. Ce n'est pas possible, Monsieur le Président. Quoi que vous pensiez, si demain vous dites que vous prenez un décret ou je ne sais pas quoi pour m'enlever, enlevez-moi. Mais le Président, Monsieur le Président, j'aurais fait ma part. Je vous aurais dit non. Je vous aurais dit non. S'il y a 2, 3, 4 personnes comme ça aux côtés du président, vous pensez qu'il va faire quelque chose? Si on lui démontre bien que non, ce que vous êtes en train de faire là, ça finira par vous retomber dessus. Et c'est la vérité. On n'a pas besoin d'être devin. On n'a pas besoin d'être devin. Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil supérieur de la magistrature. Lui seul. Qu'est-ce qui peut se faire en dehors de lui? C'est lui le patron des ministres, le ministre de la Justice. Et c'est dire que une affaire comme ça se passe dans notre pays. On n'a pas encore entendu le ministre de la Justice. Mais j'ai peur à mon Gabon. J'ai peur pour mon Gabon. On n'a pas entendu le ministre de la Justice dessus. Même pas une petite parole. On arrête un ancien premier ministre, on le jette en prison. Pour des infractions non établies. Sans aucune base légale. Et le ministre est silencieux, tout doux. On ne sait pas où il est. On ne sait pas ce qu'il en pense. On ne sait pas ce qu'il dit. Le parquet qui est sous sa responsabilité est aux commandes. La DGR, qui est sous la responsabilité directe du chef de l'État, est en action. Et vous pouvez penser qu'on va penser, excusez-moi un peu la répétition, que le chef de l'État n'est pas au courant et les autres ne sont pas, pardon, je n'ai pas envie d'accoucher cette nuit. Parce que je commence à avoir des contractions. Je vais vous souhaiter une bonne nuit. Et je vais vous dire, chers compatriotes, j'entends beaucoup de personnes dire, on n'a pas de pays de rechange. Si vous saviez ce que ça veut dire. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un pays où tu peux venir en France, te faire quelques courses, passer quelques temps. Un pays, c'est comme une mer. On n'en a pas des milliers. Même si on en a plusieurs qui nous considèrent comme tels, on n'en a qu'une seule. Et sa mère, elle peut être comme elle est. Ça reste sa mère. Elle peut avoir l'égal au corps partout. C'est sa mère. Et notre responsabilité, c'est de sauver l'honneur de notre maman. C'est de préserver la dignité de notre maman. Notre responsabilité, c'est de ne pas jeter en pâture notre maman. C'est de veiller sur elle. C'est de lui dire je t'aime. C'est d'essayer de la sortir de toutes les difficultés ubuesques dans lesquelles elle peut être. Ce n'est pas à nous d'habiller notre mère du manteau de l'indignité. Ce n'est pas à nous d'habiller notre mère du manteau de la honte. Ce n'est pas à nous de jeter en pâture notre maman. C'est à nous de la protéger, de la préserver, de la soigner. Et le président de la République en est le garant. Le président de la République en est le garant. C'est pour cela que je termine ce propos. Après avoir établi qu'il n'y a aucune infraction caractérisable à l'encontre de M. Alain-Claude Billy-Bizet, dans le cadre de cette affaire, le liant à Madame Baba Ramatou Amadou, je voudrais, avec tout mon cœur, avec tout mon respect, avec tout mon amour
avec toute ma considération, demandez au président de la République, demandez au chef de l'État, demandez au chef du gouvernement, demandez à M. Brice Clotaire Oligui Nguema, mon très cher époux, de libérer M. Alain-Claude Biliwise, mon très cher oncle, voyez-vous, c'est même votre beau-père. S'il vous plaît, je vous en supplie, si vous ne voulez pas être responsable de mon accouchement précoce ou dans des conditions de haute tension, parce que vraiment cette situation me bouleverse, Monsieur le Président, le Gabon c'est notre pays. Le Gabon c'est notre berceau. C'est notre maman à tous. On se fait trop de mal pour rien. On pensait que en extrayant ce qu'on a désigné comme le mal du Gabon, les étrangers, on se serrerait les mains. Et pourtant, le peu de temps que j'ai eu à vous côtoyer, à discuter avec vous, vous êtes quelqu'un de très respectueux des traditions, du droit d'aînesse. Ne perdez pas ces valeurs parce que la politique. Et vous-même, vous m'avez dit qu'on fait la politique avec sa famille. On fait la politique avec le respect des règles de nos ancêtres. Nous sommes Gabonais. Je voudrais bien vous croire. Vous ne pouvez pas infliger cela à M. Alain-Claude. Parce que le faire à M. Alain-Claude, ou le laisser faire, c'est vous préparer la même chute et la même fin. Et peut-être avec les acteurs beaucoup plus violents que ce qu'on peut observer aujourd'hui, qui n'est déjà pas acceptable. Ne vous prédisposez pas à cela. Vous avez dit que vous allez ramener aux Gabonais le sentiment de se sentir Gabon. C'est pour cela que je me résous à ces familiarités, bien à nous, bien à nos traditions. Et conformément à ces traditions, puisque le droit nous dépasse, en tant que votre épouse légitime, oui, c'est moi la légitime, je vous le demande, libérez votre beau papa, M. Alain-Claude Biliwise, qui est mon oncle tout aussi. Parce qu'en droit, en politique, science, je ne sais plus ce que je peux démontrer. Je ne sais plus. J'ai fait des plaidoyers pour vous demander de nous sortir de la 5e République. Elle n'a aucune promesse de dignité humaine, de restauration de dignité de nos compatriotes ou de dignité de nos institutions. J'en ai fait la démonstration par plusieurs plaidoyers et devant vous. Aujourd'hui, depuis votre accession à la magistrature suprême, on ne fait que constater les déboires de cette 5e République, qui ressemble étrangement et avec un peu plus de laideur à celle qu'on a consacrée 4e République. Et ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Le droit n'est pas dit. Le droit est devenu l'arme de destruction des ennemis politiques. Et cela ne vous grandit pas. Je peux me tromper, mais les quelques fois
où nous avons parlé, il a toujours été question de cette liberté de ton et d'expression. Pourquoi me l'accorder à moi et la refuser à M. Alain Claude? Parce que face à vous, je n'ai jamais rien dit de moins vrai que ce que dit ou révèle M. Alain Claude. J'ai toujours été de contradiction aussi ferme que je me le permets là sur les réseaux sociaux, même en face de vous. Dans le respect. Apaisons les cœurs. Ramenons la paix. Ramenons la paix entre fils du Gabon. Nous exposons notre faiblesse et nous donnons là par des actes que nous commettons l'opportunité à d'autres à l'extérieur de se servir de notre vulnérabilité pour davantage nous mettre au sous-sol. S'il vous plaît, ne soyez pas le chef de l'État qui consacrera la dictature la plus dure. Là, ce n'est même plus un concept philosophique. C'est en réalité matériel. On n'est plus dans du métaphysique. On est dans la réalité. L'idée qui prend corps. Vous n'en avez pas fait la promesse aux Gabonais. Restez focalisés sur les promesses faites aux Gabonais. Aussi difficile que cela soit, essayez de vous en tenir à ces promesses. Restaurez l'état de droit, restaurez la dignité, restaurez nos institutions, ramenez la confiance. Voilà vos engagements face au peuple gabonais. Et il faut, la force de votre gouvernement ne se révélera que de par une opposition aussi forte que le pouvoir. Si vous affaiblissez l'opposition par l'intimidation, par la peur, par les emprisonnements, par des humiliations, vous ne vous révélerez que bien trop faible. Au-delà de tout ce que les turéféraires voudraient vous dire, ou des laudateurs, la réalité sera implacable, sera, j'ai envie de dire, absolue. Et on vend là l'image d'un chef de l'État qui a peur. On vend là l'image d'un chef de l'État qui est lâche. On vend là l'image d'un chef de l'État qui n'est pas capable de contradiction et qui n'accepte pas la contradiction. Vous avez la responsabilité de démontrer à vos compatriotes que vous n'êtes pas cela. Et que ceux qui complotent ou vous encouragent dans l'affirmation de cela se rendent très vite compte que vous ne mangez pas de ce pain. Je veux encore l'espérer. Monsieur Alain Claude Bilibizeu, que vous avez reçu plusieurs fois la présidence, c'est dire l'honneur que vous lui réservez. C'est dire le respect que vous lui portez. Et au nom de son parcours, au nom des responsabilités portées, au nom de la nation, il ne peut pas subir un tel sort. Il ne peut pas, Monsieur le Président. Je ne m'en remets qu'à vous, parce que vous seul êtes en capacité de changer les choses. Nos magistrats ont prouvé malheureusement que ils peuvent, comme toujours, être des pions d'un système pour les beaux yeux du pouvoir. Ils peuvent. Parce que pas plus tard que hier, pendant ce procès de la Young Team
Un procès très médiatisé. On a tous vu. On a tous entendu comment les gens de la Young Team ou Young Team se comportaient. En arrachant les terrains à gauche aux gens, en arrachant les maisons à gauche. Mais ces personnes portaient plainte devant les tribunaux. Les victimes portaient plainte. Aucune procédure n'avait à l'époque prospéré. Et le tribunal spécial l'a reconnu, ou la cour criminelle spéciale l'avait reconnu, que quand la Young Team était au pouvoir, elle pouvait arriver, elle te ravit ta maison, elle prend ta maison, elle se fait un titre foncier le jour même, elle te met à la porte. Tu prends tes papiers, tu prends tes pieds, tu vas au tribunal, tu vas porter plainte, on te regarde. Aucune suite. Quand ça a été autour de cette Young Team de perdre le pouvoir, là, les mêmes magistrats qui faisaient circuler, il n'y a rien à voir, surtout les actes contre cette Young Team, étaient devenus curieusement de bons justiciers qui voulaient leur faire payer tout le mal qu'ils ont fait aux Gabonais. Quelle est l'image que nous envoyons? Ce n'est pas le Gabon dans lequel j'ai envie de voir mes bébés grandir. Ce n'est pas le Gabon rêve de mes ancêtres. Ce n'est pas le Gabon éternel auquel j'aspire. J'aspire à un Gabon juste. J'aspire à un Gabon digne. J'aspire à un Gabon où l'état de droit n'est pas qu'un vague slogan, où l'état de droit est une réalité, où tout le monde, si tant est que la loi existe, doit répondre devant la loi en respectant les procédures, où tout le monde doit être protégé de la même manière par la loi et où on ne souille pas la signature du Gabon, l'image du Gabon, l'imaginaire collectif du Gabon au gré de ces frustrations du monde. Parce que ce n'est que comme cela, en faisant davantage la promotion de l'état de droit, en rendant la justice grandement en souffrance et qui crie indépendance chaque jour, il n'y a qu'à lire les déclarations et des greffiers et des magistrats pour se rendre compte de combien plusieurs de ces magistrats rêvent enfin de porter avec dignité leur toge pour incarner la justice, pour incarner cette impartialité, pour dire le droit, enfin, au nom du peuple gabonais, pour que vive la République et pour que vive le Gabon. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci à vous les miens. Désolé de vous avoir pris beaucoup de temps. Il fallait qu'on se parle. Je serai peut-être moins disponible, mais je reste là. Je vous lis quand je peux. Je travaille toujours depuis ici, donc je ne suis pas en vacances. Et nous n'avons pas le droit d'abandonner notre pays. Ce n'est pas facile, c'est dur, c'est compliqué, mais nous avons la responsabilité de redresser ce pays. Et personne ne doit abandonner. Nous ne sommes peut-être pas 1000, s'il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5 Gabonais qui peuvent avoir une conscience claire dans cette volonté absolue de correspondre à une véritable république effective, respectueuse de ses principes, de ses critères, de ses valeurs, en insistant, en nous engageant véritablement
nous pourrions arriver à transformer petit à petit et progressivement les choses. Je voudrais que nous sortions tous de cet état de condamnation à la médiocrité, à la barbarie d'État, de cet état de condamnation au règlement de compte. Cela ne nous grandit pas et cela ne grandit pas du tout notre pays. Vive le Gabon, vive la République et freedom, je ne sais pas, to our beloved Alain-Claude Bilibiza. Libérer Alain-Claude Bilibiza et liberté à Monsieur Alain-Claude Bilibiza. Je vous aime, je vous remercie, et je vous fais de gros bisous d'amour. On va se supporter comme ça. Ceux qui vont encore se fâcher après ce live, fâchez-vous. J'en prends déjà un peu l'habitude. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout. Beaucoup de courage à nous tous dans cette épreuve qui nous affecte personnellement. Et vivement que les choses soient faites le plus rapidement possible pour que M. Alain-Claude Bilibiza retrouve sa maison et qu'un non-lieu sanctionne cette ubuesque procédure, cette honteuse procédure pour que vive le Gabon, terre de nos ancêtres, et pour que vive la République. À très bientôt les miens. Bisous. Ciao. On se retrouve demain pour d'autres actualités. En attendant, portez-vous bien.